En 1965, une série d'attaques qui seront connues sous le nom de bataille de la vallée de la Drang sont célébrées à Saigon et à Washington comme la première victoire américaine dans cette guerre. L'hélicoptère joue un rôle central dans ces attaques, validant l'efficacité de la mobilité aérienne dans la guerre. La première division de cavalerie aérienne, connue sous le nom de la CAV, arrive au Vietnam en septembre 1965. Cette division a à sa tête des officiers et des sous-officiers qui croient fermement en l'efficience de l'aéromobilité. La division aéromobile qui est déployée là-bas est sans doute l'une des meilleures unités que les États-Unis aient jamais connues jusque-là. Ce sont des hommes qui sont dans l'armée depuis longtemps, qui sont bien formés, engagés et qui croient en leur objectif, à savoir tenir bon contre le communisme. Les hommes et les hélicoptères de la division de cavalerie sont assignés à une ancienne piste d'atterrissage française près de Han Kay. Sur place, ils établissent très vite un vaste camp de base à partir duquel ils effectuent leurs opérations. La CAV n'aura pas longtemps à attendre pour son baptême du feu. L'ennemi est bien installé dans la région montagneuse des hautes terres du centre. Le 18 septembre, un bataillon perd 4 hélicoptères et 3 de ses commandants de compagnie sont tués alors qu'ils se posent par erreur en plein milieu d'un complexe de bunkers ennemis. On a besoin de faire appel à l'artillerie et à des frappes aériennes presque directement sur les positions américaines afin d'anéantir les résistances ennemies. Le 19 octobre, soit un mois après le baptême du feu de la division, le camp des forces spéciales à Plaimé est victime d'un assaut massif. Une unité de l'armée de la République du Vietnam, ARVN, venue de Pleiku, le long de la voie express pour relever le camp, est elle-même victime d'une embuscade. L'artillerie de la première de cavalerie aérienne est rapidement chargée dans un hélicoptère et mise en position, et ces tirs permettent à l'ARVN d'atteindre le camp. Au cours des prochains 35 jours, les hommes et les hélicoptères de la première division de cavalerie combattent et donnent la chasse à des portions de 3 régiments nord-vietnamiens ou régiments NVA, en se servant de leur artillerie et de leur puissance de feu aérienne pour les déloger de la vallée et les faire fuir au Cambodge. Les opérations menées par la CAV au cours de sa première année là-bas eurent un tel impact sur la 3e division de l'armée nord-vietnamienne qu'elles ont pratiquement décimé le 2e régiment Viet Cong qui en faisait partie. Malgré des pertes américaines considérables, la bataille de la vallée de la Drang confirme pour l'état-major américain la puissance de l'aéromobile. C'est la première bataille d'une longue série qui donnera à la guerre du Vietnam l'appellation de guerre des hélicoptères. S'il fallait choisir un élément d'équipement pour symboliser la guerre américaine au Vietnam, ce serait le Bell UH-1 Iroquois, plus connu sous le nom de Huey ou Slick. Face à une guerre sans limite de front et à un ennemi qui semble être partout et nulle part à la fois, les États-Unis réagissent avec mobilité et puissance de feu. Le Huey est la meilleure incarnation de cette mobilité. Le transport des troupes s'effectuait désormais par les airs et à 99% en hélicoptère. Aujourd'hui encore, pour les vétérans, le son d'un hélicoptère évoque des souvenirs d'une guerre désormais lointaine. J'ai enfin regardé Apocalypse Now, en entier, du début jusqu'à la fin. Par le passé, je partais toujours dès le début du film, au moment où une unité de cavalerie aéroportée lance une attaque sur un village vietnamien, parce que cela m'affectait trop. Aujourd'hui même, quand j'entends cette musique, dès que j'entends cette musique qui commence, je peux déjà entendre le bruit des hélicoptères. Lorsque les troupes américaines arrivent pour la première fois en 1965, toute cette technologie n'est encore qu'à ses débuts. L'invention de l'hélicoptère date d'avant la Seconde Guerre mondiale, mais il faudra attendre la guerre de Corée pour qu'il trouve sa place sur le champ de bataille.
En 1965, l'armée essaie de développer le concept de l'aéromobilité. Le concept d'aéromobile, c'est-à-dire l'utilisation à grande échelle d'hélicoptères pour mener les opérations, est lui aussi né du besoin de faire face à la technologie avancée qui dominait le champ de bataille en Europe occidentale. L'idée est que les hélicoptères fournissent la mobilité, la manœuvrabilité nécessaire dans un champ de bataille nucléaire. La dispersion est perçue comme un élément particulièrement important, de même que la concentration. Ainsi, les hélicoptères offrent la capacité de disperser et de rapidement concentrer les forces. Le budget militaire, lui, est en revanche consacré aux armes atomiques, et les finances pour le développement d'armements conventionnels se font rares. Ce n'est qu'après l'arrivée de Kennedy au pouvoir que l'armée se lance à effectuer des expérimentations avec des hélicoptères. Suite à un rapport très enthousiaste, l'armée crée une division aéromobile. On fait venir des hommes et des hélicoptères de toutes les branches armées à Fort Benning, en Géorgie, pour y former la 11e division d'assaut aéroportée. C'est là que les nouvelles tactiques sont testées pendant les entraînements. Au Vietnam, les conseillers de l'armée américaine se heurtent au problème sérieux que représente un terrain difficile et l'absence de route. L'armée de la République du Vietnam, qui ne peut circuler que sur route, est susceptible de tomber dans des embuscades et les hélicoptères apparaissent comme la réplique à la mobilité des rebelles. Les conseillers américains commencent à utiliser les hélicoptères de ravitaillement pour effectuer des attaques aériennes improvisées avec les unités de la RVN. Ils avaient un programme baptisé Shotgun, suivant lequel on envoyait des hommes pour voler dans les hélicoptères qui étaient en soutien des Vietnamiens. C'était des mitrailleurs de porte dans les hélicoptères. À cette époque, les hélicoptères n'avaient pas été configurés pour servir en combat. Ils servaient juste à déplacer les troupes d'un endroit à un autre. Et la première mitrailleuse était suspendue au plafond de l'hélicoptère par une courroie. Elle n'était pas fixe du tout et ce n'était pas un système très efficace. Ces premières opérations de combat font apparaître la vulnérabilité des hélicoptères au tir anti-aérien. Chaque opération semble faire ressortir un autre élément de l'aéromobilité qui pourrait faire l'objet d'améliorations. En s'inspirant de cette expérience au combat et de séries de tests menés aux États-Unis, l'armée développe les principes de l'aéromobile qui deviendront la norme au Vietnam. Certaines des tactiques auxquelles nous avions été formés étaient rassemblées sous l'appellation Nap of the Earth, vol au voisinage du sol, et consistaient à voler à très basse altitude et à être capable de naviguer. Nous n'avions pas toutes les technologies sophistiquées disponibles aujourd'hui telles que le GPS et la navigation inertielle. C'était entièrement à l'œil. L'organisation grandit et ajoute des hélicoptères de reconnaissance, des hélicoptères de combat pour le tir de soutien, des hélicoptères utilitaires pour les atterrissages, ravitaillement et évacuation sanitaire en combat, ainsi que des hélicoptères gros porteurs pour livrer l'artillerie et autres équipements lourds dans les zones de combat. On utilisait sans doute les hélicoptères pour des tâches pour lesquelles on aurait généralement utilisé des camions. En fait, les hélicoptères transportaient de tout, depuis les soldats jusqu'au ravitaillement et rapportaient les corps des tués. Il y a des missions que l'on appelait là-bas « ash and trash », cendres et déchets, quand il s'agissait de transporter des cendres des victimes. Nous avions un itinéraire de ravitaillement habituel. Nous transportions le courrier dans les deux sens et des soldats pour les insertions. Nous avions des Huey de modèle B équipés pour l'assaut, pour le combat. Ce que l'hélicoptère a fait pour la cave, c'est de lui donner l'opportunité de couvrir un vaste territoire. Il démultipliait les forces. Un autre aspect de l'aéromobilité était l'avantage qu'elle représentait pour les soldats. Il est possible que nous ayons eu moins de pertes parce que nous avions davantage d'hélicos pour aller les chercher. Grâce aux nombreux rôles différents que l'hélicoptère peut jouer au Vietnam, il s'avère rapidement indispensable aux actions américaines menées là-bas.
Avec nos hélicoptères, nous pouvons nous esquiver très rapidement. Alors, pour ce qui est de se cacher, l'ennemi est généralement le maître. Par conséquent, les opérations américaines reposent sur la reconnaissance. Il faut trouver l'ennemi. C'est dans ce domaine que l'hélicoptère apporte sa contribution unique par le biais de l'hélicoptère léger d'observation ou HLO. Ces types volaient très bas, presque à toucher les arbres, sous les arbres, ou alors juste au-dessus de la cime des arbres, avec des vitesses très basses, comme s'ils planaient, à 15 km à l'heure. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut échapper à un tel individu? Bien entendu, ces pilotes étaient très habiles, et ils pouvaient suivre des pistes, et alors ils couvraient en 15 minutes un territoire qui prendrait peut-être une demi-journée à une unité de terre. Les patrouilles à la recherche de l'ennemi rendent l'équipage du HLO très vulnérable aux attaques. Pour mettre toutes les chances de leur côté, quand les éclaireurs sont sur une piste, ils bénéficient habituellement de l'appui des hélicoptères de combat. Nous étions des cibles faciles, nous faisions des sorties pour attirer les tirs et nous volions au niveau du sommet des arbres. L'unité dans laquelle je me trouvais était composée de 2 hommes, un pilote et un observateur. Nous sortions en mission de reconnaissance et si nous nous retrouvions face à l'ennemi, nous avions toujours cette puissance de feu au-dessus de nous. Les hélicoptères d'assaut appelés Guns ou Snakes surveillent et attaquent n'importe quoi ou n'importe qui est découvert par les HLO. Dès le début, ces hélicoptères sont équipés de roquettes. La difficulté avec ces premiers hélicoptères de combat était qu'ils n'avaient pas la portance et la puissance nécessaires pour transporter suffisamment d'armement, de munitions et d'armures pour les rendre performants. De plus, leur vitesse n'est pas assez élevée, alors de manière générale, ils sont excellents du point de vue conception, mais pas très efficaces. La solution consiste à équiper le versatile UA de mitrailleuses et de lance-roquettes. Il donnera satisfaction pendant longtemps comme plateforme aérienne des tirs d'appui. Cela était équipé de 2 M60 dans les portes, certains avaient des miniguns montés et une M60, d'autres avaient des lance-roquettes. Ils surnommaient ces derniers avec affection Hog, parce qu'ils pouvaient à peine décoller avec les lance-roquettes et les 2 mitrailleuses. Les grenades fumigènes dont ils se servaient pour marquer les cibles. En fait, ils étaient carrément en surcharge. Vous aviez les armements réglementaires et chacun transformait les armements pour satisfaire ses propres besoins. Quand nous en avons eu fini avec les nôtres, nous transportions 750 charges, alors on pouvait à peine le faire décoller, mais on pouvait y aller et faire le travail. D'autres hélicoptères, y compris le gros porteur Chinook, font l'objet d'essais en tant qu'hélicoptères de combat. Ils ont la portance nécessaire pour l'armement, mais ils sont trop gros et trop lents pour satisfaire réellement aux besoins. On les surnommait Guns à gogo. Ils travaillaient par paire, ils avaient un calibre 40 à l'avant, un calibre 20, je crois, bien des roquettes, des mitrailleuses latérales de calibre 50 et tout. Ils avaient une énorme puissance de feu. Néanmoins, alors que l'engagement américain dans la guerre se prolonge et que le besoin d'hélicoptères armés est clairement établi, l'hélicoptère de combat Cobra est conçu spécialement et mis en action pour répondre à ce besoin. Je l'avais vu dans des films à l'école d'aviation et j'étais séduit, si je puis m'exprimer ainsi. Je voulais piloter le Cobra. C'était le plus aérodynamique que j'ai jamais vu. Il était inspiré de UA, même moteur, même transmission, mais une tête de rotor arrangée différemment. Cependant, c'était un appareil très élancé à la ligne pure, un biplace où l'un des équipiers s'asseyait à l'avant et l'autre à l'arrière, mais il était conçu strictement comme une plateforme d'armement. On était très souvent en présence des Cobras, que ce soit quand j'étais dans la compagnie de front ou avec les mortiers, et ils étaient assez plaisants à regarder. Ils piquaient à toute vitesse, pas comme les jets bien sûr, mais quand on voyait un Cobra lancer ses roquettes, on avait l'impression que l'appareil était arrêté dans les airs. Je suis sûr qu'il s'agit d'une illusion d'optique, mais ça doit faire très peur quand on est tout près.
Les Cobras se déplaçaient généralement en équipe de chasseurs-tueurs avec les hélicoptères légers d'observation. Les HLO volaient très bas et marquaient la cible. Et ensuite, les hélicoptères de combat passaient à l'attaque et utilisaient tous leurs armements sur cette cible, mitrailleuses minigun, tout ce qu'ils avaient. Nous sommes tombés sur 2 équipes, 2 Cobras et 2 HLO. Et ils étaient en train de frapper cet objectif. Nous les avons regardés pendant 15 minutes, simplement balancer leurs trucs dessus, de la destruction et de la mort. On ne voyait rien. C'était juste ce coin. En plus de leur rôle dans les équipes de chasseurs-tueurs, les hélicoptères de combat servent à préparer la zone d'atterrissage pour les transports de troupes. Nous avions 4 hélicoptères de combat, 2 de chaque côté, et ils effectuaient des rotations de façon à ce que l'appareil qui était en train de tirer avec des miniguns ou des roquettes soit sur notre flanc pour garder l'ennemi à distance. Et dès que l'un se retirait, un autre arrivait. De cette manière, ils gardaient la zone d'atterrissage sous contrôle afin que nous puissions nous poser, débarquer les soldats et repartir. Au moment de notre insertion, les mitrailleurs de chaque côté tiraient à la limite des arbres. Et il y avait des Cobras qui tiraient avec leurs miniguns et lançaient des roquettes pour nous protéger. Ce soutien réactif et efficace fait souvent la différence pour des forces alliées débordées. Une capacité de réaction rapide, quel que soit le terrain, est vitale. Pour répondre à cette demande, on forme des unités spéciales regroupées dans la cavalerie aérienne. Chaque troupe de la cave disposait de l'éclaireur de section, les petits appareils, les éclaireurs. Au nord, nous avions des OH-6, qu'on appelait à l'époque les Hughes 500. Nous avions une section de fusils, des Cobra H-1G et un transporteur de section, le UA. Chaque troupe de cavalerie dispose également de sa propre section d'infanterie. L'intégration des hélicoptères avec un élément réservé de cavalerie aéroporté offre aux Américains un avantage énorme. Si les troupes au sol sont en difficulté, les hélicoptères peuvent les en sortir rapidement. Quand on était sous le feu ennemi, il suffisait d'un coup de fil pour avoir la puissance de feu qui était disponible pour riposter. Si vous aviez besoin de sortir de là, il y avait la puissance de feu et vous pouviez obtenir une extraction. En l'absence de zone d'atterrissage, les hélicoptères doivent trouver un moyen de procéder à l'extraction des troupes depuis les airs. Si nous devions extraire une équipe, ce que nous faisions, c'était de venir au-dessus d'un trou dans la jungle, jeter l'échelle et ensuite le groupe de reconnaissance montait à l'échelle et ils avaient un crochet en forme de dé qu'ils attachaient à l'échelle. Ensuite, nous les soulevions hors de là, nous allions jusqu'à un endroit sûr et ils descendaient de l'échelle. L'équipement McGuire était une corde qui était nouée au sol de l'appareil et qui pendait tout simplement. Et elle avait une courroie et le membre du groupe s'asseyait dans la courroie et nous les sortions de là. Il y a eu des accidents avec des soldats qui se blessaient et tombaient. Alors ils les ont abandonnés au profit de ce qu'on appelle le staboring, harnais stabo. Le soldat au sol avait un harnais qui faisait partie de son équipement individuel de combat, webgear, et le harnais stabo s'accrochait au harnais de son équipement, et c'était beaucoup moins dangereux. Finalement, les États-Unis conçoivent un moyen rapide de créer des zones d'atterrissage pour les hélicoptères. Il s'agit des bombes dites faucheuses de marguerite. Ces bombes de masse très importante sont stabilisées lors de leur largage par un parachute. Programmées pour exploser juste au-dessus du sol, elles soufflent les arbres et créent une zone d'atterrissage pour que le UA débarque les troupes. Les opérations aéromobiles se généralisent dans tout le Vietnam, alors que les forces américaines tentent d'emmener l'ennemi à combattre.
Vers la fin de la guerre, presque toutes les unités américaines ont participé d'une manière ou d'une autre à des opérations aéromobiles. Si la première division aéroportée est la mieux dotée en hélicoptères, les appareils d'unités indépendantes peuvent être assignés en fonction des besoins. La première étape d'une opération aéromobile consiste à détecter les unités ennemies, l'idée étant ensuite d'encercler l'ennemi en se servant de la mobilité des hélicoptères avant qu'il ne puisse s'enfuir. S'il n'existe pas de base d'artillerie proche, les GI en établissent une près des positions ennemies présumées. Ensuite viendraient les soldats d'artillerie et l'artillerie elle-même. Un UA ne peut pas transporter un obusier de calibre 105 mm, mais cela ne pose pas de problème pour un Chinook CH-47. Il apporterait les pièces d'artillerie, des palettes entières de munitions et des sacs de sable pour protéger les positions, et on réquisitionnerait peut-être un Sky Crane, véritable grue volante, pour apporter des éléments d'équipement particulièrement lourds. Une fois les bases d'artillerie installées, les assauts aériens commencent. Les fantassins lourdement armés se mettent en colonne au point d'embarquement, attendent d'être transportés par les UA jusqu'aux zones d'atterrissage bordant l'ennemi sur plusieurs flancs. Tout d'abord, les hélicoptères d'assaut entrent en action, balayant les zones d'atterrissage de leur tir. Ensuite, les Hueys Slick font une descente ligne par ligne, les mitrailleurs de porte faisant feu sur la périphérie de la zone d'atterrissage. Dès que les Slicks se posent, les soldats assument leur position à la limite des arbres. Au-dessus, les tireurs font des cercles à l'affût de toute opposition. Et au-dessus de tout cela, dans l'hélicoptère de commandement et de contrôle, le commandant en charge de l'opération surveille la situation avec vigilance. Les fantassins au sol essaient maintenant d'acculer l'ennemi. Où qu'il se trouve, l'ennemi serait sous les tirs combinés des hélicoptères d'assaut et de l'artillerie. Pendant ce temps, les HLO observent depuis leur position élevée pour voir dans quelle direction l'ennemi essaie de fuir. Et les UA font des allers-retours apportant des renforts et du ravitaillement. Les hélicoptères d'évacuation sanitaire ou dépoussiéreurs évacuent les blessés américains vers les stations médicales. Les gros hélicoptères porteurs récupèrent tous les hélicoptères qui auraient été abattus au cours des attaques. Les transports de troupes sont la force centrale de ces assauts aériens et en fait de toute l'action aéromobile américaine au Vietnam. Le UA s'approprie rapidement ce rôle à travers le Vietnam. Conçu au départ comme une ambulance aérienne, le UA est vite reconnu pour ce qu'il est, un hélicoptère polyvalent d'exception. L'armée avait vraiment de la chance que Bell fabrique un hélicoptère d'aussi bonne qualité. C'est un peu comme un camion Mack, il suffit de le faire démarrer et il vole. Il était conçu à l'origine vers la fin des années 50, dès le début des années 60, pour transporter les blessés. Mais c'était une conception qui, une fois qu'il a été mis en service, s'est avérée de manière fortuite avoir de plus diverses applications. Au départ, le modèle A était une sorte d'appareil expérimental en ce qui concerne la série UH-1. Et le modèle B, qui avait un moteur plus gros, le moteur L9, avec une puissance de 900 chevaux au niveau de l'arbre de transmission, servait principalement au transport de personnes, c'est-à-dire du personnel, de soldats ou d'autres.
troop transport or whatever. Plus tard, quand les améliorations ont été apportées à l'appareil, on y a attaché des armements. Des systèmes de roquettes comme le XM6 qui se composaient de 2 mitrailleuses M60 de chaque côté. Il servait également à l'évacuation sanitaire. Mais en fait, il était conçu comme un transport de personnes. Il suffit qu'une unité rencontre de l'opposition lors d'une attaque aérienne pour qu'une opération minutieusement planifiée tourne rapidement au chaos. Parfois, les problèmes peuvent se présenter avant même que les hélicoptères aient touché la terre. Il tirait toujours un peu au hasard sur les hélicos. Même le pilote en était vraiment surpris. Il pilotait un Cobra, et je pense que c'était le premier Cobra qu'ils aient jamais vu. Il disait « Tu ne vas pas le croire, il y a quelqu'un qui me tire dessus avec un pistolet ». Je crois que le Cobra pouvait tirer à 15 degrés de l'horizontale à l'arrière, 15 degrés du truc horizontal, c'est ça. Ils ont eu le type quelque chose de bien. Ceux qui étaient malins sautaient en face de l'hélicoptère parce que les mitrailleuses M60 sur le Slick sont équipées d'un arrêt et ne peuvent tirer directement à l'avant de l'hélicoptère. Vous savez, c'était un peu risqué parfois. Nous étions dans cet hélico et nous descendions vers le bulldozer appelé Charrue de Rome. Il y a une forêt avec cette immense bande dégagée au milieu et il volait en direction de cette bande. Alors il y a la forêt de chaque côté de nous et nous descendons sur la bande. Quand vous êtes le mitrailleur, ce que vous faites, c'est vous asseoir juste au bord de l'hélico avec vos jambes qui dépassent et la mitrailleuse sur vos genoux. Vous êtes le premier sorti parce que dans une zone d'atterrissage sous feu ennemi, ou si on vous tire dessus, le mitrailleur est supposé sauter, se coucher au sol et commencer à tirer. Donc, j'étais là, assis au bord de l'hélico, avec mes jambes au dehors du fuselage, juste derrière le siège du pilote, avec la mitrailleuse sur mes genoux. Nous volions à vitesse assez élevée, et je n'entendais rien, c'était très bruyant. Le bruit des pales de l'hélico noyait plus ou moins le bruit des tirs et autres. Ils pouvaient être en train de vous tirer dessus depuis le sol, mais vous n'en saviez rien parce que des tirs éclatent sur le côté de l'hélico dans lequel vous vous trouviez. Alors à cet égard, le bruit est une sorte d'avantage. C'était un peu une blague, le fait que dès que l'ennemi, c'est-à-dire les Viet Cong, réalisait qu'il devait mener les hélicos un peu comme un chasseur qui va à la chasse au canard, c'est là que nous avions un problème. Il tirait en général directement sur l'hélico et souvent derrière. Mais avec le temps, il s'améliorait. Le problème avec les hélicos qui allaient dans la zone d'atterrissage, ou une zone quelle qu'elle soit, était qu'ils étaient à basse altitude et volaient à vitesse réduite, ce qui en faisait des cibles parfaites. Ensuite, le vol stationnaire, toutes les manœuvres, quand vous avez une dizaine d'hélicos qui atterrissent en même endroit, il y a tellement de turbulences de tous les côtés à cause des rotors que tout le monde est en train d'essayer de savoir où se trouve le sol et de se poser. Le fait est que vous n'avez vraiment pas envie d'être là. Le but, c'est de toucher terre, de sortir, de débarquer tout le monde. L'arme la plus redoutée des équipes d'hélicoptères est sans doute la mitrailleuse de calibre 12,7 de fabrication soviétique qui est équipée de visées spéciales pour tirer sur les avions et les hélicos. Tout aussi dangereuse est une mitrailleuse de calibre 50 qui tomberait entre les mains de l'ennemi. Ici, un sergent de la cavalerie aéroportée présente des armes saisies à l'ennemi à un officier de l'Air Force. Il est possible de prévoir toute complication à laquelle les forces d'attaque aérienne peuvent se trouver confrontées. Le problème le plus important et le plus difficile à anticiper est le degré de résistance ennemie qui pourrait les attendre une fois au sol. Il y avait une confrontation avec l'ennemi à l'est de Bongson et ils envoyaient des unités pour bloquer leurs troupes. Ils ont inséré la compagnie B et ensuite les hélicos sont revenus pour nous prendre. Et un hélico est revenu tout de suite à la zone d'embarquement.
Cet hélico est arrivé à la zone d'embarquement et s'est presque écrasé. Il a touché le sol et il y avait du carburant qui fuyait. Le mitrailleur de porte a juste glissé hors de l'hélico. Son pantalon était déchiré et de toute évidence, il avait une blessure par balle à la cuisse. Mais je peux vous dire que même avec le casque, mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Ce qui s'est passé, c'est que la compagnie B est arrivée sur une zone d'atterrissage sous feu ennemi. Nous avions été insérés par hélico dans une rizière et nous avions traversé une zone boisée pour entrer dans une autre rizière. Tout à coup, nous nous sommes trouvés sous des tirs d'armes automatiques provenant des bois juste devant nous. Bien évidemment, nous nous sommes tous dispersés et avons continué d'avancer. Je suis resté au milieu. Normalement, la chose évidente à faire était de courir et de se séparer, comme on voit dans les films. Mais avec tous ces tirs, ceux que nous recevions et notre riposte, mon esprit est resté concentré sur un tireur en particulier. C'était les courtes rafales d'un AK-47 et on aurait dit que chaque rafale brève venait en ma direction. Et puis c'était comme un ordre direct de plonger en plein dans cette rizière. Et alors que je plongeais, ce buisson juste au-dessus de ma tête a été coupé à ras. Il vous disait, attendez-vous à une zone d'atterrissage sous feu ennemi, ou n'attendez pas de feu ennemi sur la zone d'atterrissage. Très souvent, peut-être que nous n'étions pas la première vague à arriver. Il n'est arrivé que 2 ou 3 fois que nous soyons les premiers au sol. Alors nous savions plus ou moins que la zone d'atterrissage était sûre. Mais quand même, vous cherchez un endroit pour vous abriter. Donc ils vous amènent en hélico jusqu'à la zone d'atterrissage, qu'ils affirment être sans danger, mais vous ne pouvez pas en être certain. À partir de là, vous ne savez pas si vous allez vous retrouver dans un échange de tirs en bonne et due forme ou pas. Vous vous mettez simplement à l'abri. Vous n'avez qu'un travail à faire, sortir de l'hélico et courir. Ça, c'était en descendant vers une zone d'atterrissage dont ils nous avaient dit qu'elle était sûre. Ils ont dit qu'il n'y avait qu'une division de Viet Cong là-bas. Tu parles, cette zone était moins que sûre. C'était la zone la plus dangereuse dans laquelle je sois jamais allé. Enfin quoi, il y en avait dans les airs, on aurait dit des tirs de mortier parce qu'il y avait des explosions. Je ne sais pas si ça venait de notre camp ou du leur. Le lieutenant a fait un appel radio, il a dit « Vous êtes dans une zone dangereuse, faites venir une unité de sécurité ici immédiatement. » Eh bien, je pense que j'ai vraiment fait tout mon possible pour sortir nos escadrons de là. Et nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvions faire, mais trop d'hommes étaient blessés. Nous ne savions pas d'où cela venait. Tout ce que nous faisions, c'était tirer à l'aveuglette, tirer dans les buissons. Et la plupart du temps, quand je parlais avec le lieutenant, ce jour-là, c'était pour dire « Nous avons besoin de renforts. » Le lieutenant a réussi à poser les hélicos. Quand le reste des troupes est arrivé, nous étions déjà installés pour prendre soin de nos blessés. C'était la première fois que je perdais des hommes directement à cause d'échanges de tirs. 4 de mes hommes ont été tués. Dans la confusion du combat avec les forces ennemies, il arrive que des troupes américaines se tirent dessus. Les tirs contre son propre camp sont souvent un problème dans les opérations militaires. Ils étaient en train d'insérer une autre compagnie dans une rizière proche, et bien entendu, il y avait des hélicoptères de combat. Ils savaient que nous étions là, et on nous avait dit d'identifier notre position par une fumée jaune. Quand ils localisaient de la fumée rouge, cela indiquait la position de l'ennemi. Ils nous localisaient et nous devions utiliser du jaune, du vert, du violet ou autre. Et ils identifiaient une couleur pour notre position sur radio. Il ne nous restait que du violet.
Je ne sais pas si le pilote de l'hélicoptère était daltonien ou quoi, mais tout à coup, le UA arrive avec ses mitrailleuses miniguns sur le côté, et juste devant nous, c'était comme un train de marchandises arrivant droit sur vous. Il labourait le sol. Il a ouvert le feu sur notre position, prenant notre fumée violette pour de la fumée rouge. Il y avait un trou d'eau profond derrière moi, alors dès que j'ai vu la terre retournée par les tirs des miniguns, je me suis jeté en arrière dans l'eau et les hommes ont plongé aussi dans toutes les directions. La terre, à l'endroit exact où nous nous trouvions tous, était complètement défoncée. Si nous n'avions pas eu le temps de nous écarter, je ne serais pas là aujourd'hui. L'observateur de la compagnie B était en train de demander un tir de phosphore blanc pour marquer l'emplacement pour Spooky, surnom des hélicoptères de combat équipés de miniguns. Et la cartouche de phosphore blanc a atterri en plein dans notre périmètre au lieu de tomber sur la position présumée des forces ennemies. Mon opérateur radio était en alerte et il était sur le réseau du bataillon et il s'est mis à hurler dans sa radio « Annulez Spooky, annulez Spooky !» Je me souviens avoir regardé en l'air et avoir vu ça. Il faisait sombre, c'était la nuit, mais on pouvait apercevoir les lumières balises sur ce C-47 et on pouvait le voir tourner, attendant juste de nous arroser. Mais s'il avait fait ça, il y aurait eu un très grand nombre de victimes. Une nuit, alors que nous nous tenions en embuscade, une formation baptisée Luciole est arrivée vers 3 heures du matin. Nous étions dans le 3e corps et ils étaient censés savoir que nous étions là. Cette formation se compose d'une douzaine de UA dont le ventre est équipé de 2 lampes à arc. Alors ils illuminaient toute la zone comme un parc d'attractions et on la mitraillait à tout va. Il n'y a pas eu de blessés graves, mais l'une des armes qu'ils utilisaient était un calibre 20 avec tête explosive. Ils explosaient juste au-dessus de notre tête. Ils touchaient les bambous et ils explosaient. Alors nous avions beaucoup de blessés légers. J'avais une blessure au talon et le chef d'équipe qui dirigeait l'opération a été blessé au mollet. Nous avons tiré toutes nos fusées éclairantes, mais ils ont continué à tirer. Alors nous avons capitulé. Nous avons retiré nos chemises et nous nous sommes tenus les mains en l'air. Je le jure devant Dieu. Le type s'est posé et nous nous attendions au mot qu'il a prononcé. Il a dit « Vous êtes américain ?» Je lui ai répondu « Ouais, ça on le savait ». L'un des moyens par lesquels les forces américaines tentent d'éviter la confusion inhérente à ces opérations est l'établissement d'un hélicoptère de commandement et contrôle. Ce que vous aviez était peut-être votre officier de commande. Il était dans ce que nous appelions l'hélicoptère C&C, commandement et contrôle. Il volait à très haute altitude et servait à coordonner les insertions. Il était donc en communication avec son équipe au sol et bien entendu, avec les radios de tous les hélicoptères, on pouvait suivre les conversations. Comme ça, chacun sait ce qui se passe, y compris le mitrailleur de porte, et le chef d'équipage suit ce qui se passe parce qu'il écoute les communications radio. Lorsqu'un hélicoptère est abattu, les forces américaines font tout leur possible pour récupérer et réparer ces machines de grande valeur. Nous venions de quitter le pont de décollage et nous étions en train de rattraper les autres hélicoptères. Il y en avait 3 devant nous. Tout se passait normalement et tout à coup, j'ai remarqué que les autres hélicoptères avaient pris beaucoup d'avance sur nous. Nous les avions rattrapés. Je n'ai rien senti, ni rien entendu, mais j'ai regardé le mitrailleur de porte et il a simplement souri et a montré du doigt. Nous étions en chute libre. Le moteur s'était arrêté.
Ils nous ont donc appelés en nous demandant si nous pouvions envoyer des soldats là-bas pour monter la garde auprès de l'hélico jusqu'à ce qu'il obtienne une équipe qui le répare ou le dépanne. Ils sont arrivés par le biais de la société de sécurité Triple Canopy et nous avions ce que nous appelons une équipe Bright Light Team, qui est une équipe de réaction qui se tient prête et je les ai déposés aussi près que possible. Et ils devaient traverser la jungle et ils ont réussi à faire sortir les soldats. Vous pouviez y aller dès que la fumée s'était dissipée pour faire de la récupération. Des hélicos étaient descendus parfois par des armes relativement légères. Tout ce qu'il fallait, c'était un coup dans la transmission pour la bloquer. Et l'hélicoptère tombe comme une mouche. En fait, quand le rotor principal s'arrête, cet hélicoptère n'est plus qu'un gros morceau de plomb. Une des choses que nous faisions dans l'entretien pendant les 11 mois que j'ai passé là-bas, c'était soit voler en commandement et contrôle, soit rester en alerte pour les hélicos abattus. Si quelqu'un avait un problème d'entretien, nous allions attendre avec le reste de l'équipage jusqu'à la zone de largage. Et l'autre appareil partait accomplir sa mission et nous attendions. Si quelqu'un avait un problème, il rappelait, et soit nous allions récupérer un équipage dont l'appareil avait été abattu, soit nous allions pour réparer. Il y en avait dans tous les états. Depuis quelques trous, parfois, il ne restait rien de récupérable et nous le laissions sur place. Nous jetions un coup d'œil et s'il y avait quoi que ce soit de valeur, nous y allions et essayions de le nettoyer et jetions les morceaux dans le Chinook. Ils les rapportaient tous et nous avions l'habitude de récupérer autant de pièces détachées que possible. Si l'engin ne pouvait pas être réparé, de mettre le reste dans un carton et de l'expédier au Texas pour obtenir un remboursement. Les hélicos gros porteurs ne se contentent pas d'extirper les hélicoptères et avions endommagés de la jungle. Ils servent aussi de transport principal pour l'artillerie aéroportée, élément central des tirs d'appui des soldats de cavalerie aérienne quand ils se trouvent au sol. Ils déplacent aussi de grandes quantités de cargo, d'équipements lourds et un grand nombre de personnes. Et parfois, leur incombe la sombre tâche de récupérer les corps des tués, qu'il s'agisse de leurs camarades ou bien des ennemis. Néanmoins, l'évacuation des hélicoptères abattus et le déplacement de ravitaillement ne revêtaient pas autant d'importance que la tâche vitale consistant à évacuer les Américains blessés. Cette fonction revient aux hélicoptères d'évacuation sanitaire, ou MEDVAC. En Corée, les hélicoptères s'étaient rendus célèbres pour avoir servi à l'évacuation des blessés américains. L'utilisation d'hélicoptères dans l'évacuation des blessés va améliorer de manière drastique le taux de survie des blessés au Vietnam. À cette époque, le temps écoulé entre la blessure et l'arrivée à l'hôpital était de 17 à 18 minutes. Au Vietnam, ce sont les hélicoptères qui ont permis de limiter nos pertes à seulement 56 000 hommes. L'efficacité des MEDVAC est encore augmentée par la communication entre les personnels au sol et ceux dans les airs. Parfois, les personnels des MEDVAC recevaient l'alerte par le biais des hélicos. Et vous aviez parfois un hélicoptère juste au-dessus de vous qui s'occupait d'appeler l'hélicoptère sanitaire. Cependant, bien souvent, c'était à vous d'appeler un opérateur radio au sol qui, à son tour, faisait décoller l'équipage sanitaire. Une fois qu'il était dans les airs, on lui donnait notre fréquence et parfois on nous donnait sa fréquence. Fréquemment, surtout la nuit, vous deviez diriger les pilotes de MEDVAC au bruit. Vous pouviez entendre qu'ils étaient au-dessus de vous ou qu'ils étaient sur votre droite. Vous leur faisiez savoir qu'ils s'approchaient, qu'ils venaient de vous survoler. Vous pouviez les prévenir si vous alliez utiliser un fumigène ou une fusée éclairante. La plupart du temps, la nuit, c'était fait avec un stromboscope. Parfois, ils arrivaient trop rapidement et nous devions leur signaler de repartir. Je ne suis pas prêt pour eux, je ne suis pas prêt à y aller. Ils arrivaient en 10-15 minutes. Ils se posaient n'importe où, dans n'importe quelle condition, sous le feu ennemi, et nous sortions un homme sous les tirs, les balles sifflant autour de nous, et eux arrivaient à se poser.
Je dois dire qu'ils avaient beaucoup de mérite. Moi, je pouvais me baisser, me cacher derrière quelque chose. Mais assis dans un hélico, qu'est-ce que vous pouviez faire? Vous êtes juste assis là. Vous devez non seulement avoir un pilote talentueux pour se poser dans des endroits très restreints et très difficiles, et en plus de ça, vous avez les médecins, les personnels de premiers soins dans l'hélicoptère. Ça, c'est du dévouement total. Ces hommes devaient venir extraire des individus blessés à un moment où la violence était à son comble. Les hommes devaient être emmenés au bon moment pour que cela en vaille la peine. Plusieurs fois, il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Bien souvent, je disais à ces pilotes, cette zone est non seulement dangereuse, mais en plus, vous ne devriez pas vous poser et mettre vos vies en danger. Même si mon camarade va sans doute mourir s'il ne sort pas de là. Dans 99% des cas, cela ne faisait aucune différence pour ces hommes. Ils venaient quand même et vous deviez juste faire votre possible pour les aider. Si vous voliez sur un medevac, cela voulait dire que chaque fois que vous décollez, vous partez en guerre parce que quelqu'un est blessé. Je ne parle pas d'un Viet Cong seul avec un vieux fusil M1 qui tire au hasard sur les gens. Le 9e régiment de l'armée nord-vietnamienne a des formations de combat régulières. Ces gens-là savaient se battre et ils savaient comment abattre des avions. Arriver sans armes sous le feu souvent intense de l'ennemi n'est pas un travail aisé ni sans danger. Et il coûte beaucoup aux pilotes physiquement et émotionnellement. Cependant, en dépit de ce sacrifice, les pilotes conservent encore aujourd'hui les récompenses de cet emploi. Je n'ai jamais oublié quand je me suis posé à côté de l'hôpital de campagne. J'étais simplement assis là alors qu'ils débarquaient les blessés. J'avais prévenu à l'avance et bien sûr les structures médicales étaient tout à fait prêtes à prendre soin de ces hommes quand j'ai atterri. Mais je n'oublierai jamais alors que j'attendais là, alors qu'ils débarquaient, et j'ai senti quelqu'un tirer sur ma manche. Alors je me suis retourné et j'ai regardé au sol. La lumière était allumée dans l'hélicoptère et l'un de ces hommes qui était couché sur le sol de l'hélico avait atteint ma manche et tiré dessus. Il essayait de dire merci. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je voyais ses lèvres bouger et former le mot « merci ». La fin de la guerre du Vietnam n'est pas synonyme de disparition de l'hélicoptère des champs de bataille. Néanmoins, si le Vietnam a fermement établi l'importance de l'hélicoptère au sein des opérations militaires, il a également servi à révéler sa vulnérabilité face à des tirs anti-aériens efficaces. L'hélicoptère est de par sa nature même un appareil très vulnérable. Il suffit de quelques coups bien placés pour l'abattre. De nombreuses opérations au Vietnam ont vu plusieurs vingtaines d'hélicoptères tomber après avoir été endommagés ou simplement mis en pièces dans les airs. Néanmoins, en 1971, au cours de ce qui allait devenir un modèle du succès de la vietnamisation, l'armée de la République du Vietnam envahit le sud du Laos. Ils allaient couper une jonction du chemin Ho Chi Minh et avaient le soutien de nombreux hélicoptères américains. Les Nord-Vietnamiens ont réagi assez rapidement.
L'armée de la République du Vietnam a forcé son chemin pour entrer dans cette région, mais en sortir allait s'avérer beaucoup plus difficile, parce que les Nord-Vietnamiens ont fait venir des chars, de l'artillerie et de l'infanterie, qui ont apporté avec eux beaucoup d'armements anti-aériens, fusils légers et canons. En conséquence, 600 hélicoptères ont été abattus au cours du retrait. À la suite de ça, l'armée américaine a dû réexaminer attentivement le rôle des hélicos de transport au combat. La véritable préoccupation de l'armée était de quoi les hélicoptères seront-ils capables dans un environnement beaucoup plus orienté sur la défense antiaérienne. Ainsi, l'armée a dévoué beaucoup de temps et d'efforts au financement, en recherche et au développement pour renforcer les hélicoptères, pour blinder les systèmes de rotor, les positions de l'équipage, rendre les hélicoptères plus rapides, les rendre plus aptes à opérer lorsque la visibilité est mauvaise, ou les habiliter à suivre le terrain, accroître les capacités des équipages à utiliser ces hélicos de manière plus efficace dans des situations de guerre d'intensité moyenne à intensité élevée. In a more mid-intensity or high-intensity war situation. And this leads to development of helicopters. Ceci a conduit à la conception du Black Hawk, qui deviendra le nouveau transport de troupes, et de l'hélicoptère de combat Apache, qui est une légère amélioration du Cobra. Dans le même temps, l'armée développe des tactiques telles que le SEAD, qui est la neutralisation des défenses aériennes ennemies pour permettre l'utilisation d'hélicoptères. Les différentes unités de terre sont formées pour repérer, localiser et éliminer les systèmes d'armement anti-aériens ennemis afin que les hélicoptères puissent venir et engager l'ennemi. Pour les pilotes qui font voler leurs fragiles machines dans le ciel vietnamien, tout ceci appartient à l'avenir. Ces hommes garderont de la guerre des souvenirs de la camaraderie, du courage et du sacrifice des soldats de la guerre des hélicoptères. Je crois que le fait que nous volions tous ensemble et travaillions ensemble, nous formions une famille. Nous prenions très bien soin les uns des autres et cela a toujours des conséquences positives. Chacun savait, chacun avait l'assurance que s'il tombait, il y aurait quelqu'un, un équipier ou quelqu'un d'autre qui s'occuperait de lui. Il y avait une expression que nous avions plus ou moins adoptée. Aujourd'hui, frère, toujours frère. Vous savez que c'est une amitié qui durera toute la vie. Vous savez qu'il n'y a pas mieux. C'est une camaraderie qui ne s'explique pas. Pour rester en vie avec quelqu'un d'autre et quand vous allez vous battre pour rester en vie avec les autres et que vous vous retrouvez sous le feu ennemi et que vous faites feu à votre tour et que vous en sortez, c'est-à-dire que vous êtes encore vivant, alors c'est là qu'il y a un lien qui se forme.